Je vous propose maintenant de partir en Russie où nous avons exceptionnellement pu nous rendre il y a quelques jours. Près de 4 ans après la guerre en Ukraine lancée par Vladimir Poutine, nous voulions comprendre dans quel état d'esprit se trouve la population dans un pays où toute critique de l'armée et du pouvoir est désormais passible de poursuites. Regardez. C'est un long et déroutant voyage. Depuis que le ciel européen est interdit aux avions russes, il faut passer par Istanbul et contourner l'Ukraine. 9 heures de vol sont aujourd'hui nécessaires pour rejoindre Moscou. Et il ne faut pas longtemps pour comprendre que l'on entre dans un monde parallèle. En 2018, nous étions venus sur cette place rouge. La Russie accueillait alors la Coupe du Monde. 7 ans plus tard, nous voilà de retour avec le besoin de comprendre comment la guerre a changé les Russes et pourquoi une majorité d'habitants se sont rangés derrière Vladimir Poutine par adhésion ou par fatalisme. Nous allons découvrir un pays où la culture de la guerre a tout envahi. Les abribus, les piédestals, les façades. Des images présentes à chacun de nos pas et qui ne laissent aux Russes aucun répit. Près du Kremlin, un nouveau mausolée s'est installé à même le trottoir. Il honore les mercenaires de la milice Wagner, morts en Ukraine. Cette femme a perdu son fils et elle nous interpelle. Je vais vous dire, tout ce qu'on vous raconte chez vous à la télévision sur l'Ukraine, c'est faux. Ce sont des mensonges. La Russie ne fait de mal à personne. Il ne faut pas soutenir Zelensky. Il est toxicomane, il est dérangé. Nous, on a un président instruit et très intelligent. Mais que savent vraiment les Russes de cette guerre que le pouvoir s'obstine à appeler l'opération militaire spéciale? Ici sont exposés des blindés pris à l'ennemi, de fabrication américaine, britannique, allemande. Un Occident ostensiblement montré du doigt. Dans les allées, Olga et Sergueï. Nous leur demandons quel intérêt les pays de l'OTAN auraient à attaquer la Russie et leur réponse va nous sidérer. La Russie a plus de ressources naturelles et ils veulent récupérer tout ça et détruire le pays. On a vu les documents des services de renseignement étrangers. J'ai vu cette carte sur Internet qui montre la Russie divisée en plusieurs morceaux, attribués à tel ou tel pays. Hier, notre président a déclaré que des rapports confirmaient que la Russie serait démembrée et éparpillée. Cette idée d'une Russie agressée est omniprésente sur les médias pro-Kremlin. Tous les autres ont été fermés. Macron est un crétin phénoménal. Des propos alarmistes portés par d'infatigables propagandistes. On va avoir une guerre nucléaire, la France sera détruite. Et toujours, Fascisme, nazisme. les mêmes mots répétés inlassablement. Ce soldat blessé pour la 2e fois n'exprime d'ailleurs aucun doute. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fascisme là-bas, croyez-moi. Bon, c'est évident qu'il y a aussi de simples citoyens qui souffrent. Mais comment faire autrement? Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Partir au front sans état d'âme. Cette gare est le point de passage obligé pour les engagés. Et ils sont nombreux sur le quai. Direction Rostov, à 1000 km au sud. Les avions ont été supprimés, trop près de l'Ukraine, trop dangereux. Nos 15 heures de voyage, nous allons les passer avec Yuri, mobilisé depuis 3 ans et demi. Lui aussi a été blessé 2 fois. Lui aussi va y retourner malgré les séquelles. La ville est la base arrière du front sud, où transitent les soldats, les blessés et les morts, dont les noms s'affichent par listes entières sur les monuments. Chaque commune a désormais son allée des héros. Ce matin-là, nous croisons par hasard Natalia, devant la photo de son mari. Il aurait aimé qu'on sache qu'il a donné sa vie pour la patrie. Est-ce que sa mort est injuste? C'est difficile de répondre à cette question. Même s'il y a des morts, il faut que Vladimir Poutine aille jusqu'au bout? Je ne suis pas prête à répondre à cette question. Spasiba.
Dans cette guerre si meurtrière, le Kremlin a dû trouver le moyen pour convaincre de nouvelles recrues. Aujourd'hui, les soldats, mais aussi les vétérans, sont en train de devenir une nouvelle élite avec des revenus 6 fois supérieurs au salaire moyen et des avantages considérables pour eux et pour leurs familles. Mais cette caste a aussi un coût. Certains économistes avancent le chiffre de 2000 milliards de roubles par an, 20 milliards d'euros. Charles Divot et Gilles Parot. Sa jambe gauche, Dmitriya l'a perdue en combattant dans les rangs de l'armée russe. C'était il y a 4 mois, sur le front ukrainien. Je conduisais une voiture et là, un drone nous a percutés. Dans l'explosion, j'ai perdu mon genou et ma jambe. On m'a évacué puis amputé. Ce matin-là, dans ce centre médicalisé près de Saint-Pétersbourg, il vient essayer sa nouvelle prothèse. Monte pas trop haut, vas-y doucement. Un modèle haut de gamme, son prix, 40 000 euros. Mais cette somme, il ne va pas la payer. Depuis 2 ans, la Russie prend en charge tous les frais de ses vétérans. Décision prise face aux critiques de la population quant au sort réservé aux blessés. L'aide gouvernementale pour les vétérans est considérable. Cela concerne l'achat de la prothèse, mais aussi toute ma rééducation et un soutien psychologique. Je n'ai rien à payer. Quitte à alourdir toujours plus le coût financier de la guerre menée en Ukraine. Pourquoi un tel revirement? La Russie ne peut plus cacher ses blessés. Ils sont aujourd'hui trop nombreux. Pas de chiffre officiel, bien sûr, mais ils se comptent en dizaines de milliers. Mikhail en voit tous les jours dans son cabinet. La plupart reviennent du front. Ils ont participé à l'opération spéciale et ont perdu un membre. C'est une guerre qui fait beaucoup de blessés. Certains très lourdement, 1 sur 2 a dû être amputé, selon le ministère du Travail russe. Face à la réalité de la guerre, comme pour garder le soutien de la population, la Russie a donc une nouvelle priorité. Faire de ses soldats, blessés ou non, des héros, couverts de cadeaux, pour les remercier de leur engagement. Tout cela, évidemment, relayé sur les télévisions d'État. Dans ce reportage, un soldat découvre tout sourire son nouvel appartement, offert gracieusement. Studio présenté comme très fonctionnel avec sa salle de bain, une gazinière flambant neuve en guise de meuble. Appartement, université gratuite, poste dans l'administration. Tous ceux qui rentrent du front ont également droit à de l'argent, beaucoup d'argent, jusqu'à 100 000 euros de prime. Une somme à laquelle il faut aussi rajouter l'argent touché par les soldats russes lorsqu'ils s'engagent dans l'armée. En ce moment, la prime à la signature est de 2 500 000 roubles, soit environ 25 000 euros, ce qui pourrait à terme créer une sorte de nouvelle classe moyenne en Russie. Une élite même, dont la Russie s'assure le soutien indéfectible. À l'image de Dimitri, 52 ans, ancien membre du groupe Wagner, blessé au combat. Sans la guerre, il l'avoue, jamais il n'aurait touché autant d'argent. Je ne suis pas malheureux. Je suis même très content, car j'ai reçu tous les paiements promis très rapidement. J'ai perçu diverses indemnités pendant environ 1 an après mon accident. Voilà pourquoi, même loin du front, son uniforme ne le quitte jamais. Surtout quand il rejoint d'autres vétérans de la région. Tous ont été blessés en Ukraine, mais à les entendre, aucun ne regrette de s'être engagé dans l'armée russe. Est-ce que c'est l'argent qui a motivé votre engagement? Un éclat de rire comme seule réponse, comme s'il ne fallait surtout pas parler d'argent. Pourtant, grâce à cette stratégie, la Russie continue de convaincre de nouvelles recrues. 450 000 Russes se sont engagés pour 1 an minimum en 2024. À vol d'oiseau, l'Ukraine n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Le défilé des camions militaires est incessant. La région de Rostov est aussi pourvoyeuse de combattants. À commencer par la communauté cosaque, 30 000 d'entre eux se sont engagés. Ce cavalier a servi sur le front comme tankiste. Il est en attente d'une nouvelle mission et enseigne les traditions aux enfants. Le combat est la raison d'être de ces guerriers depuis le XVIe siècle. Depuis que les tsars leur ont confié la défense des frontières, mission qu'ils revendiquent à nouveau aujourd'hui. En France, on pense que c'est la Russie qui a attaqué en premier l'Ukraine. Si nous n'avions pas attaqué les premiers, ils l'auraient fait.
la guerre aurait lieu sur notre territoire. Il serait peut-être aux portes de Moscou et ailleurs dans le pays. Peut-être pas à Moscou. Bon, peut-être pas à Moscou, mais ici à Rostov, c'est sûr qu'il y aurait la guerre. Vous pensez vraiment que les Européens pourraient vous faire la guerre? Je ne peux pas savoir s'ils vont nous attaquer ou pas. Je ne peux que le supposer. Nous, on nous donne un ordre et on y va. Qui est en face de nous? On ne le sait pas. Mais on défend notre pays et notre patrie. On pourrait aussi reprendre Berlin ou Paris. On combattra tous nos ennemis. Des Cosaques à Paris, c'était en 1814, à la chute de Napoléon. Une histoire enseignée dans les écoles de la communauté. C'est une présentatrice de la télévision française. Anne-Claire. Nous sommes les premiers surpris, mais malgré le contexte, accueillir des Français reste ici un honneur. Nous sommes saisis par ce mélange si étrange d'enfance et de tenue militaire. Les Cosaques sont aussi d'ardents défenseurs de la foi orthodoxe et de cette civilisation russe érigée en étendard par le Kremlin. Une civilisation pour laquelle ils sont prêts à mourir, comme le prouve ce mur consacré aux anciens élèves. En face, ce sont nos étudiants tombés en Tchétchénie et en Afghanistan, mais aussi lors de l'opération militaire spéciale. C'est là qu'on anime des cours de bravoure en racontant leurs exploits. La guerre en Ukraine n'a eu aucun mal à s'imposer dans une société russe résignée depuis longtemps au sacrifice. Un patriotisme viscéral né à 500 km plus à l'est. La ville s'appelait autrefois Stalingrad. De ses 85 mètres de haut, la mère patrie appelle ses soldats au combat. C'est ici qu'en 1943, les Soviétiques ont infligé au Troisième Reich sa première défaite. Avec 27 millions de victimes soviétiques, nous allons découvrir que la Seconde Guerre mondiale réveille encore aujourd'hui une émotion déroutante. En 1943, ma grand-mère a perdu son mari et son fils a été porté disparu. Elle l'a attendu toute sa vie. En Ukraine, ce sont les descendants des fascistes de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, nous ne les avons pas tous éliminés. Et vous, vous devriez être avec nous. Mais quoi? Vous avez perdu la raison, vous n'avez plus de mémoire. Regardez la mémoire. Elle est là. Depuis 25 ans, Vladimir Poutine prépare peu à peu les esprits russes au retour d'un ennemi extérieur. Et pour éduquer les nouvelles générations de citoyens, le pouvoir a créé la Yunarmia, l'armée de la jeunesse. L'administration incite chaque école du pays à avoir son détachement avec des entraînements assurés par des clubs militaires. Jérôme Garraud, Michael Merle et Léna Dabak. C'est la fin d'après-midi dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Après l'école, des dizaines d'enfants se retrouvent dans ce club. Un club militaro-patriotique. Ici, les plus jeunes ont 8 ans. Prenez des notes, pendant qu'Artyom fait les manipulations. Aujourd'hui, leçon sur le fonctionnement d'un fusil Kalachnikov. Depuis 2023, le même cours est devenu obligatoire dans tous les lycées de Russie, à partir de 15 ans. Dans cette classe, c'est un adolescent qui donne les consignes, supervisé par cet ancien combattant. Vous ne pensez pas qu'ils sont trop petits pour s'intéresser aux armes ? Eh bien, je ne pense pas. Lorsqu'un jour ils se trouveront dans des situations extrêmes ou dangereuses, ils seront plus ou moins préparés. Instruction comme à l'armée. Ces clubs façonnent à long terme une jeunesse au pas cadencé. Inscription gratuite pour les enfants du quartier, car cet encadrement social est subventionné par la mairie. Et les clubs, souvent dirigés par d'anciens combattants. Vous devez étudier notre histoire et soyez prêts à la défendre.
Alexandre Yourevitch, ancien soldat de l'armée rouge revenu de la guerre d'Afghanistan, a fondé ce club en 1987. Je dirais qu'il s'agit avant tout d'une tradition russe et soviétique qui renaît. On n'apprend pas aux gens à tuer, mais à être prêts à protéger la patrie. Protéger la patrie qui serait en danger. Le message était déjà le même sous l'Union soviétique. En pleine guerre froide, face à l'Amérique. À partir de 1967, une formation militaire devient obligatoire dans toutes les écoles en URSS. Cette même année, des jeux militaires avec simulation de bataille sont aussi mis en place pour conditionner la jeunesse. Ces activités, disparues en 1991, en même temps que l'Union soviétique, refont surface aujourd'hui. Retour en 2025. Ces adolescents ont entre 14 et 18 ans. Le commandant, le porteur de drapeau, vous mettez ici. Ce jour-là, c'est la réunion annuelle des clubs de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Il y a environ 150 adolescents qui sont réunis, on va les suivre et vous allez voir, cette journée démarre par une cérémonie patriotique. La cérémonie du drapeau est désormais obligatoire dans toutes les écoles de Russie, une fois par semaine depuis 2022. Jette comme tu peux, vite, allez repars. Immersion dans un univers de plus en plus militaire. Plus vite, prenez le masque à gaz et formez une ligne. Ici, tous font partie du plus vaste mouvement militaro-patriotique de Russie, fondé par le ministère de la Défense il y a bientôt 10 ans. Younarmia, traduction littérale, l'armée de la jeunesse. Près d'1,5 million d'enfants et d'adolescents. Rejoindre ces clubs octroie des points bonus pour entrer dans plusieurs universités. On avance, épaule contre épaule, tous ensemble. On fait corps avec nos camarades. On apprend la discipline et la cohérence. Je m'appelle Vika et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à tout. Je pense que c'est une bonne chose d'être prêt dès maintenant. Certains instructeurs sont des soldats revenus d'Ukraine. Cette année, on a ajouté de nouvelles activités avec la médecine de guerre et la formation des opérateurs de drones. Lorsqu'un jeune homme est plongé, comme ici, dans des conditions proches du combat, il comprend mieux ce qu'est le patriotisme. Il existerait en Russie près de 10 000 clubs patriotiques, tandis qu'une génération grandit au pas. Y a-t-il des citoyens qui résistent à ce rouleau compresseur? Est-il encore possible de penser autrement? Staline a retrouvé sa place dans le métro de Moscou et la loi interdit désormais de critiquer la guerre, l'armée, le pouvoir. En 2023, Vladimir Poutine a définitivement imposé sa version du conflit avec un manuel d'histoire unique pour tous les lycées. Dans les librairies, la censure a noirci des pages entières. Ici au nom de la lutte contre l'homosexualité. Depuis le 1er septembre, les auteurs classés comme agents de l'étranger sont signalés par ce texte officiel. Le pouvoir n'a même plus besoin d'interdire. Il intimide et compte sur l'autocensure des citoyens. Lev Gudkov le sait mieux que personne. Ce sociologue a cofondé le dernier institut de sondage indépendant du pays. Lev Gudkov, votre institut a été classé agent de l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, personnellement, ça veut dire la fermeture de la chaire universitaire que je présidais. Mon licenciement de l'université, l'interdiction de publier des articles et la menace de poursuites pénales et d'amendes. J'ai un procès la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais le juge a refusé tous les arguments de défense et le verdict est, je pense, déjà écrit. J'espère que ça se limitera à une amende. Est-ce que cette adhésion des Russes à Vladimir Poutine a évolué ? La cote de popularité de Poutine augmente toujours lors des campagnes militaires. Nous l'avons constaté en 1999, lors de la seconde guerre de Tchétchénie, ensuite lors de la guerre contre la Géorgie en 2008, après l'annexion de la Crimée et depuis le printemps 2022. Il y a un pic très net. Et comment vous l'expliquez ?
C'est une réaction des Russes à l'échec des réformes et de la modernisation du pays. Ils ont développé un douloureux complexe d'infériorité. Le sentiment que la Russie ne pourra pas atteindre un niveau de vie comparable aux pays d'Europe. Ça a nourri un ressentiment, l'envie de se venger, d'exprimer son agressivité vis-à-vis de l'Occident. Est-ce que vous êtes inquiet de votre situation personnelle ? Bien sûr que je suis inquiet pour ma sécurité et celle de ma famille. Mais il faut faire ce qu'on peut tant que c'est encore possible. J'ai 79 ans. Recommencer une vie ailleurs, c'est très difficile, voire impossible. Je ne veux pas partir, mais je ne veux pas non plus aller en prison. Les sanctions internationales devaient forcer la Russie à s'arrêter. Mais pour l'instant, elles ont surtout renforcé le pouvoir. Les enseignes étrangères les plus populaires ont été rachetées. Starbucks est devenu Star Coffee et la sirène porte désormais la coiffe russe. Aujourd'hui, le Kremlin s'attache à une chose, montrer à l'Occident qu'il peut parfaitement se passer de lui et contourner les effets des sanctions. Grâce à l'argent du pétrole, l'industrie de l'armement s'est développée à marche forcée. Mais vous allez voir que d'autres secteurs beaucoup moins stratégiques sont eux aussi passés en économie de guerre. Charles Liveau et Gilles Parot. Dans la banlieue de Moscou, cet hypermarché, propriété d'un groupe français, l'un des rares à ne pas avoir quitté la Russie. À l'intérieur, surprise, des rayons remplis de marques occidentales. Elles doivent en revanche, depuis les sanctions, faire face à une nouvelle concurrence. Soda, tablettes de chocolat, pâte à tartiner, chaque produit a droit à sa copie russe, vendue en moyenne 30% moins cher. Moi, je n'achète plus que des aliments russes. Ils sont de très bonne qualité et beaucoup moins chers. Surtout le lait, le fromage, le pain. Acheter russe est aussi parfois une obligation. Au rayon fromage, par exemple, brie, gruyère ou camembert ne viennent plus de France, mais de Russie. Même chose pour la viande ou les produits laitiers. Conséquence d'un embargo décrété par Vladimir Poutine suite aux sanctions. Son but, ne plus dépendre de l'Occident en matière alimentaire. Pour s'en rendre compte, quittons Moscou. Direction la ville d'Istra, à 200 km à l'est, dans cette fromagerie flambant neuve. Va leur donner un coup de main derrière. Sortie de terre il y a 8 ans, l'usine a des capacités de production impressionnantes. Nous produisons environ 3500 fromages chaque jour, de 10 variétés différentes. Car nos technologies, notre chaîne industrielle nous permet de faire des copies de votre comté, du gouda aussi, et même notre propre parmesan russe. Pour les produire, 700 salariés se relaient nuit et jour. L'autre fierté de Sergueï se trouve quelques mètres plus loin, dans cette étable, où il tient à nous montrer que le lait utilisé pour leur fromage est issu de vaches européennes, achetées avant le début de la guerre. Nous avons des vaches normandes et des vaches venues de Belgique. On fait des croisements avec 2 races russes. L'idée, c'est d'améliorer toujours plus la qualité de leur lait, tout en les habituant à notre climat, qui est plus froid que le vôtre. De quoi garantir une qualité et un goût proches des standards industriels européens. Suivez-moi. Car c'est là tout le paradoxe. Vaches, machines pour affiner le fromage, ont été importées d'Europe avant les sanctions. Regardez, ça c'est notre version russe de la raclette. Ce qui fait dire aux propriétaires de l'usine que les sanctions sont finalement une chance pour la Russie. Moi je dis merci à votre président français, M. Macron, car s'il n'avait pas pris de mesures anti-russes, jamais nous n'aurions créé cette usine. C'est la seule raison pour laquelle nous avons commencé à produire des fromages. Beaucoup de fromage même, en moyenne 5 tonnes par jour. Et bientôt plus. Son projet, ouvrir une deuxième usine. Mais comment aujourd'hui se fournir en machines et autres pièces détachées occidentales? Pour contourner les sanctions et passer commande en Europe, la Russie fait appel à des pays voisins, le Kazakhstan ou via la péninsule arabique. Une fois les produits chez eux, ils les exportent vers Moscou en toute légalité. Des chemins parallèles dont se servent presque toutes les industries. Pour répondre aux sanctions, la Russie a décidé de relancer une autre production, celle du vin. Et là encore, vous allez voir, elle a vu les choses en grand. À l'image de ce domaine, construit de toutes pièces il y a 7 ans. Il copie tous les codes de l'élégance à la française, 183 hectares de vignes, uniquement des cépages tricolores,
Et quoi de mieux pour un vin baptisé Château de Talus que des cuves venues de Bordeaux pour la vinification, elles aussi achetées avant la guerre. Tout ce qui est en bois vient de chez vous, c'est du chêne français. Mais tout ça, ça a été acheté avant. Maintenant, vous faites comment? Vous savez, il y a toujours des moyens pour réussir à se fournir en France. On arrive à tout trouver encore, des cuves, des tonneaux, des barriques. On a encore des livraisons. La preuve, dans l'atelier d'embouteillage, la production bat son plein. Partout, des machines européennes servent à produire chaque année 1 million de bouteilles. Avec l'objectif d'envahir le marché russe, en lieu et place des vins français, italiens ou espagnols. Qu'en est-il du goût? Mieux vaut aimer les vins très puissants et corsés. Il frôle les 16 degrés. Après le fromage et le vin, le Kremlin envisage maintenant de relancer la production de fruits et légumes russes grâce à la construction de serres gigantesques où seraient par exemple cultivées les premières bananes produites en Russie. Cette belle vitrine, elle se fissure pourtant dès que l'on quitte les centres-villes. Avec 40% du budget consacré à la guerre, l'économie russe s'essouffle. L'État aux abois a augmenté les impôts. Le pouvoir d'achat des classes populaires s'est effondré. Les pensions restent au même niveau et les prix augmentent. Le gaz, l'électricité, l'eau, le chauffage, la nourriture, tout augmente. Un couple peut encore s'en sortir, mais quand vous êtes seul, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on doit travailler. Mais notre conversation est interrompue. Manifestement, nos questions ne sont pas les bienvenues. On vit très bien, on ne manque de rien. On a assez pour tout payer. Selon les derniers sondages indépendants, 85% des Russes soutiennent aujourd'hui Vladimir Poutine. Et dans ce pays qu'il a à ce point conditionné pour la guerre, difficile d'imaginer qu'un jour, le chef du Kremlin puisse se résoudre à afficher autre chose qu'une victoire. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jérôme Garraud et Léna Dabac qui ont été si précieux dans la préparation de cette page spéciale. Bonne soirée à vous et à vendredi.